Troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de François Boukounkassa, président du Front des militants congolais de l'Union des Congolais de l'étranger, opposant en exil, et de Nicolas Didjango-Wechi, porte-parole de la majorité présidentielle, et avec notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, dans l'actualité économique, la Banque africaine de développement va accorder 450 millions de dollars à la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Ce financement aidera à stimuler le commerce intra-africain. Il permettra également de promouvoir l'intégration régionale et de contribuer à la réduction des écarts de financement du commerce en Afrique. Birama Sonera. 450 millions de dollars, c'est le montant que la BAD, Banque africaine de développement, accordera à la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Ce financement est composé d'un contrat de participation au risque non financé de 150 millions de dollars sur 3 ans et d'un prêt de 300 millions de dollars sur 4 ans. Il aidera à stimuler le commerce intra-africain. Compte tenu de l'engagement d'Afreximbank à aider les économies africaines pour la diversification de leurs exportations, le renforcement des chaînes de valeur commerciale et de la valeur ajoutée, ce financement contribuera à la résilience macroéconomique dans au moins 28 pays. Il soutiendra plus de 100 institutions financières et entreprises et permettra de générer au moins 2,8 milliards de dollars d'échanges commerciaux en Afrique sur une période de 4 ans. De nos jours, seulement 12% du commerce total en Afrique est intra-africain, alors que la part atteint 40% en Amérique du Nord et même 60% entre les pays européens. Ces financements permettra l'expansion de la capacité de risque d'Afreximbank pour la confirmation des lettres de crédit. Il servira aussi à soutenir le commerce grâce à la fourniture des fonds de trésorerie aux institutions financières et entreprises africaines. Lorsque vous regardez la zone d'Afrique de l'Ouest et la zone d'Afrique centrale, vous rappelez bien que l'Afrique de l'Ouest déjà, le commerce intra-régional est quasiment estimé à 13%. Tandis qu'en Afrique centrale, le commerce est quasiment estimé à 4%. Donc cela pose un véritable problème alors de capacité institutionnelle des entreprises africaines de pouvoir maintenir notamment une marge de croissance en matière d'exportation. Je pense que ce crédit est justifié par rapport à cela. Avec un actif total de 9,4 milliards de dollars au 30 avril 2016, Afreximbank est la première institution financière multilatérale panafricaine consacrée au financement et à la promotion du commerce intra- et extra-africain. Des objectifs qui s'harmonisent avec ceux de la Banque africaine de développement. Créée en octobre 1993 par la BAD, Afreximbank a déjà approuvé plus de 51 milliards de dollars de crédits aux entreprises africaines, dont environ 10,3 milliards de dollars en 2016. Jean-Marie, que pensez-vous de cette entraide entre deux grandes institutions financières africaines? C'est quelque chose qui est très important pour l'Afrique, Fanny. Tout simplement pourquoi? La stimulation des échanges économiques entre les pays africains. Quand vous regardez globalement, là dans le reportage, on nous a parlé de l'Afrique, c'est-à-dire des ensembles économiques que nous avons en Afrique. Vous avez la SADC, vous avez la CEMAC, vous avez la CEDEAO de l'autre côté, vous avez le bas de l'Afrique du Sud et vous avez les pays du Maghreb. Les échanges entre ces pays-là sont quasiment, de mon point de vue, nuls. On a beau nous parler de 13%, c'est-à-dire au sein de la CEDEAO, et au sein de la CEMAC, vous avez quoi? Vous avez 4%. Alors comment expliquer ce commerce intra-africain très Mais c'est tout simplement parce que nous, les Africains, nous n'avons pas encore compris que la richesse, pourquoi nous nous enrichissons, les Africains? On a l'impression qu'on va s'enrichir en exportant, si vous voulez, nos matières premières. C'est complètement faux. Il faut intensifier les échanges intra-africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire renforcer, si vous voulez, l'intégration des pays au sein des différentes zones en Afrique. Si cette intégration n'est pas faite, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais vous prendre un exemple simple. Si vous prenez par exemple le cacao qui est produit en Côte d'Ivoire. Le cacao est produit en Côte d'Ivoire, il est exporté ici. Là, ce café là revient chez nous en Afrique, il coûte 10 fois le prix, si vous voulez, par rapport au prix du kilo qu'on a acheté. Donc c'est une ineptie économique en tant que telle. Il faut que les pays africains se disent. L'Afrique aujourd'hui, c'est le continent, si vous voulez, à venir. Là où vous avez un potentiel de pouvoir d'achat que vous ne retrouvez dans aucun autre endroit du monde. Donc il est temps que les économies africaines, c'est-à-dire œuvrent pour une intégration économique complète et que les échanges qui se passent entre les différentes zones soient intensifiés tout simplement. Pourquoi pas? Parce que intérieurement, ça va augmenter, si vous voulez, le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat des Africains en tant que tel dans leur globalité. Et ensuite, vous augmentez le pouvoir d'achat, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les sommes d'argent qu'on a à disposition aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir acheter beaucoup plus
comment dirais-je, des biens par rapport à la même somme d'argent, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces biens-là sont produits chez nous, en Afrique, en tant que tels. Parce que le fait que nous fassions partir nos matières premières, sont transformées à l'étranger, ça existe pour tout. J'ai pris l'exemple du cacao, on peut prendre le café, on peut prendre le pétrole, c'est la même chose. Les pays africains qui produisent le pétrole, ça veut dire quoi? Vous avez très peu d'usines de raffinerie en Afrique. Une des personnes qui se lève pour pouvoir le faire, c'est Dangote qui... Vous vous rendez compte, le Nigeria, le premier producteur africain, vous n'avez aucune usine de raffinerie là-dedans. Donc, il est temps que les pays africains, moi j'ai toujours œuvré, c'est-à-dire souhaité sur ce plateau, c'est que la BAD soit le bras séculier des investissements africains en tant que tel. Le bras séculier, tout simplement, pourquoi? Parce que la BAD permet de sécuriser, si vous voulez, les prêts qui sont consentis à l'extérieur. Tout simplement, pourquoi? Parce que la BAD aujourd'hui est un organisme, une institution financière qui a voix au chapitre. Et ça permet aux États africains de faire des économies, c'est-à-dire sur ces charges, sur la charge de la dette qui en découle. Tout simplement pourquoi? Parce que quand les pays vont individuellement, vous avez entendu Standard & Poor's tout à l'heure là concernant l'Afrique du Sud. Donc dès l'instant qu'on dégrade votre note, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les taux d'intérêt que vous avez à payer par rapport aux emprunts que vous contractez à l'extérieur sont beaucoup plus élevés. Alors que si on laisse, si vous voulez, la Banque africaine de développement, la Banque africaine de développement étant une institution financière qui va nous permettre aussi en même temps. Et moi, je souhaiterais même tout simplement aussi que la BAD puisse assister et les différentes organisations puissent assister les États. Il y a la notion de souveraineté, je suis d'accord, puissent assister des États dans la rédaction des différents contrats, c'est-à-dire qui sont signés avec les investisseurs extérieurs qui arrivent. Parce que j'ai été choqué d'une chose, j'ai 2 de mes frères qui sont là. Quand je vois la Chine qui va, si vous voulez, en RDC, et la RDC, quand on vous demande, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat entre la Chine, et les contrats qui sont signés, de mon point de vue, sont des contrats, Léonard, comment pouvez-vous accepter? J'en ai parlé encore la semaine dernière quand je suis passé ici, là, concernant le Sénégal. Le Sénégal a le pétrole. On valorise le capital financier et le reste, si vous voulez, ça ne suit pas. Le Sénégal a 10%, alors que c'est le Sénégal, si vous voulez, qui a sa matière première. Et la même chose s'est produite au Congo. Sur des contrats de ce genre-là, le Congo se retrouve avec quoi? Avec 25%, c'est-à-dire sur une société qui est créée en collaboration. Il faut que les Africains nous apprenions à défendre nos intérêts en tant que tels. Dans l'actualité également, le Togo ambitionne de produire 200 000 tonnes annuelles de coton à l'horizon 2022, avec une production en déclin ces 2 dernières décennies. Le gouvernement veut s'engager sur la voie d'une stratégie de reconquête. Ainsi, pour le compte de cette campagne 2017-2018, l'État se fixe comme objectif une production de plus de 100 000 tonnes. Siamo Victoria Senchi. Dynamiser la filière coton et accroître son potentiel de production, tel est l'objectif que s'est fixé le gouvernement togolais pour la campagne 2017-2018. À partir de cette période, le gouvernement souhaite accélérer les rendements dans la filière via un processus de réforme permettant d'atteindre un chiffre annuel de 200 000 tonnes de coton. Et pour la campagne cotonnière 2017-2018, il s'agit pour la nouvelle société cotonnière du Togo d'atteindre l'objectif de 160 000 tonnes. Pour ce faire, l'exécutif décline sa stratégie, mobiliser toute la chaîne des acteurs pour une campagne de reconquête. Le gouvernement oublie de dire que dans les années 1996, il y a à peu près 20 ans, le Togo avait presque fait 180 000 tonnes. Donc les objectifs qui sont fixés là ont déjà été atteints il y a 20 ans. Est-ce que si vous avez atteint un niveau aussi élevé avec certainement un beau temps à ce moment-là et des prix intéressants, ça veut dire que le mode de gestion qui doit rester commercial, l'intégration notamment du textile transformé, donc on produisait des pagnes, on produisait des tissus, on les vendait. Les difficultés que rencontre la filière coton aujourd'hui sont si importantes qu'ils pourraient menacer l'avenir du secteur. D'autres stratégies et réformes s'imposent. Ainsi, il faudra miser sur la transformation locale pour une plus-value dans ce secteur. Aujourd'hui, la plupart des usines togolaises de transformation n'existent pas. Donc vous avez perdu cet aspect-là complètement au niveau transformation, sans compter les emplois qui sont perdus. Et puis des mauvais choix. Les usines avaient été mises au centre du Togo et au nord du Togo, alors que le port se trouve au sud. Donc vous perdez encore en argent, rien que par le transport pour le amener là-bas et pour le ramener. Au Togo, le coton est la première culture de rente et le deuxième produit exporté après le phosphate. Principale source de revenus agricoles du pays avec 4% de contribution au produit intérieur brut national, il représente 50 à 80% des recettes d'exportation du pays. Selon des analystes, pour arriver à relancer la filière, il faut que le gouvernement encourage les investissements privés. Jean-Marie, on connaît la situation du Bénin, du Burkina Faso qui s'en sortent plutôt bien au niveau du coton. Comment expliquer les difficultés de la filière coton au Togo ?
La filière coton du Togo, si vous voulez, elle a été délaissée pendant un certain temps. Donc, les Togolais, c'est-à-dire, veulent réinvestir dans le secteur. Alors que l'exemple du Bénin et du Mali, ce sont des exemples différents parce que vous avez toujours eu une filière existante, elle a toujours aussi existé au Togo. Mais maintenant, quand il s'agit de relancer une activité économique, ce n'est pas quelque chose de simple. Relancer une activité économique, ça voudrait dire qu'il faut reconstruire tous les fondamentaux. Et il est nécessaire, comme je l'ai dit tout le temps sur ce plateau, que nos États puissent mettre en place des filières de production en tant que telles. C'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation. Mais malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, concernant le sujet précédent, vous avez... C'est-à-dire nos plans économiques qui ne prennent pas suffisamment en compte cet aspect de filiérisation-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, en Afrique, on n'a pas de stratégie ou de politique économique qui soit de politique économique sur le long terme. Nous prenons toujours des décisions qui sont des décisions à court terme, alors que le cycle économique, c'est un cycle économique à long terme. Si vous voulez vraiment voir les effets, les retombées d'une politique économique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, je l'ai dit ici, là, on a beau critiquer nos chefs d'État, c'est-à-dire nos gouvernants, mais l'économie, c'est quoi? L'économie, on ne claque pas les doigts et, comment dirais-je, vous avez le résultat tout de suite parce que vous l'avez fait hier. Ce n'est pas possible. Donc, dans un territoire comme le Togo, il faut reconstruire toute la filière en tant que telle. Dès que la filière a été démantelée à un certain moment, dans ce démantèlement-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous avez plus un approvisionnement en engrais qui permettent aux agriculteurs sur place de pouvoir produire des quantités suffisantes et d'améliorer la compétitivité. Vous n'avez plus les machines qui sont des machines qui puissent permettre la transformation, si vous voulez, de ce coton-là sur place. Et ensuite, vous avez quoi? On est tourné uniquement vers l'exportation. Alors que ça, ce sont des gisements d'emploi pour l'Afrique, c'est-à-dire créer des filières de production. Chacun des pays, j'ai dit toujours sur ce plateau, chaque pays africain doit prendre en compte ses avantages naturels et les convertir en avantages compétitifs internationaux sur les marchés. Et cette construction-là, c'est une construction, c'est pas tout simplement un discours comme le font la plupart du temps, c'est-à-dire nos chefs d'État en Afrique. Donc, ça se construit. Donc, si vous avez laissé tomber une filière, cette filière-là, pour la relancer, il faut tout reconstruire là-dessus. Donc, là-dessus, étant donné que nous savons très très bien quel est l'état des finances, de nos finances publiques en Afrique, qu'on puisse faire appel au privé. On parle de 2 décennies de déclin au Togo. Est-ce que le gouvernement togolais il a les moyens d'enrayer ce déclin? Le gouvernement a les moyens. C'est une question de priorité. Je dis toujours sur ce plateau, c'est une question de volonté politique, ce que vous voulez faire. Nous savons très très bien que quand on regarde toute l'Afrique dans sa globalité, vous avez pratiquement dans tous nos pays, quel que soit le pays que vous prenez, vous avez, si vous voulez, l'agriculture avec ce que j'appellerais la paysannerie, qui est majoritaire. Donc ce sont ces gens-là qu'il faut sortir, c'est eux qui produisent de la richesse. Ce n'est pas les gens qui sont dans des bureaux, ce ne sont pas les services publics de l'État qui vont produire de la richesse en tant que tel. L'État est là pour donner un schéma directeur. Et à travers ce schéma directeur-là, offrir des soutiens aux acteurs de l'économie pour qu'ils soient performants par rapport à la concurrence internationale. Il n'est pas concevable aujourd'hui que vous ayez un pays comme le Sénégal, dans lequel vous avez le riz qui est consommé à 80% par l'ensemble de la population sénégalaise, et que vous ayez 80% de ce riz-là qui viennent de l'extérieur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on privilégie les investisseurs extérieurs qui viennent, on leur donne, si vous voulez, des dégrèvements au niveau de la fiscalité, et ils sont en train de tuer, si vous voulez, nos petites industries naissantes. Et c'est la raison pour laquelle je prône toujours le protectionnisme qui est nécessaire à nos étapes de nos économies africaines aujourd'hui. Merci Jean-Marie. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Les investissements directs étrangers à Maurice ont atteint 13,64 milliards de roupies, soit 388 millions de dollars en 2016, ce qui représente une hausse de 41% par rapport à 2015. Un bond qui s'explique essentiellement par l'augmentation des IDE dans les secteurs de l'immobilier et des finances. Jean-Marie, on peut le dire, le Maurice confirme son statut de pays attractif pour les investisseurs? Maurice a toujours été une zone attractive. Moi, il me souvient que, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, Maurice a toujours été une île assez particulière parce qu'ils mettent en place toujours des schémas directeurs, des schémas sur lesquels on favorise l'investissement extérieur. L'investissement étranger, ça, à un certain moment, c'était du textile. Là, maintenant, on nous parle du tourisme. On est en train de valoriser une des richesses de tous les pays, de la plupart, pas tous, de la plupart des pays africains, qui est le tourisme. Je l'ai dit souvent sur ce plateau, quand on entend parler, comment dirais-je, du PIB de la France, les gens ont l'impression que, oui, c'est Airbus, ce sont les centrales nucléaires qui apportent de l'argent. Non. Le premier poste contributeur, comment dirais-je, au PIB français,
c'est le tourisme en tant que tel. Donc, dès l'instant que vous avez un pays comme, l'île Maurice qui lance, si vous voulez, des investissements vers les secteurs porteurs, parce que vous avez l'effet multiplicateur derrière, qui fait en sorte qu'il ne faut pas seulement regarder le touriste par rapport au fait qu'il prenne l'avion d'un point A à un point B. Il va acheter à l'intérieur, au sein du pays, et ça contribue à enrichir, si vous voulez, l'économie en tant que telle. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré aux défis politiques de la République démocratique du Congo. François Mbokukassa, merci d'avoir été là. C'est moi. Nicolas Didjango Ewechi, merci également. Je remercie aussi. Et Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous. Bonsoir Fanny, enchanté d'avoir passé cette heure-là avec vous sur le plateau comme d'habitude. Et je dis bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.